Bonjour à tous, nous sommes donc toujours au salon SG Paris pour ce thème consacré aux Smart Grids et nous allons désormais nous intéresser aux Super Grids avec Michel Bénat. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur Smart Grid chez RTE, Réseau de transport d'électricité. Et alors pour commencer tout simplement, pouvez-vous nous expliquer de quoi s'agit-il? Les Smart Grids, on sait ce que c'est, mais les Super Grids? Alors les super grids, c'est une certaine vision de l'évolution des réseaux, des infrastructures de réseau à l'échelle européenne qui vise à accompagner la transition énergétique européenne. C'est-à-dire que si on anticipe un déploiement massif des énergies renouvelables à l'échelle européenne, on pense en particulier à des grands gisements d'éolien en mer du Nord, on parle de 50 à 60 gigawatts d'ici à 2030, 2040, 2050, à des grands gisements photovoltaïques plutôt dans le sud de l'Europe, il faudra une infrastructure en partie nouvelle qui permettra de faire transporter, de mutualiser à l'échelle européenne. Donc c'est une infrastructure qui est repensée à cette échelle. Donc on y va bien d'un réseau qui irait depuis le Portugal jusqu'à la Pologne et qui permettrait d'optimiser le mix énergétique européen, tant en termes d'éolien, photovoltaïque, voire les grands barrages du nord de l'Europe. On en attend quel bénéfice? Donc, équilibrage évidemment, mais est-ce qu'on a d'autres bénéfices? Je pense à un intérêt environnemental par exemple? Oui, donc le but, c'est à tout moment d'optimiser ce mix pour minimiser la part carbone de la production européenne. Donc on peut imaginer d'arriver à un parc européen entièrement décarboné, uniquement composé d'hydraulique, de photovoltaïque et d'éolien, grâce à ces grands réseaux. L'idée, c'est de profiter de la complémentarité de ces mix. L'éolien ne souffle pas au même moment partout en Europe. On a 10 régimes de vent, ce qui est une richesse. C'est-à-dire que partout, à un moment donné, il y a du vent qui souffle en Europe. Et s'il y a des parcs éoliens sur cette zone, on peut en faire bénéficier l'ensemble de l'Europe. Le photovoltaïque, on sait qu'il produit quand même plutôt le jour que la nuit avec des pics autour de midi. Il est clair que si on peut bénéficier à midi de cette production à l'échelle européenne et inversement la nuit de profiter du vent du nord, on a une optimisation à l'échelle européenne qui bénéficie effectivement principalement à l'environnement. Alors, on a déjà des embryons de ce type de connexion entre différents pays. Est-ce que c'est une rupture, les supergrids, ou plutôt une évolution? On peut dire que c'est une évolution, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas que d'un seul coup, en 2040, il y ait un réseau entièrement nouveau, en rupture technologique, qui tombe du ciel et qui vienne se superposer au réseau existant. On est bien sur une approche par évolution modulaire. Et on peut citer, comme vous l'avez mentionné, à titre d'exemple, la nouvelle liaison France-Espagne, qui va être mise en service l'année prochaine, euh, qui en partie a vocation justement à mutualiser les différents parcs de production à la fois en Espagne et sur le reste de l'Europe. On sait aujourd'hui qu'il y a énormément d'éoliens en Espagne et à certains moments la production éolienne est supérieure à la consommation espagnole. Et étant donné la limitation qu'il y a aux interconnexions entre la France et l'Espagne, cette surproduction, cet excès de production éolienne est perdu. C'est ce qu'on appelle le wind spilling. Donc c'est en gros du gâchis. On gâche de l'énergie renouvelable. Grâce à cette nouvelle interconnexion, cet excès de production pourra se déverser sur le reste de l'Europe et se substituer à de l'énergie carbonée comme du gaz ou du charbon dans le reste de l'Europe. Et inversement, on pourra faire respirer l'ensemble de ce système. S'il n'y a pas de vent en Espagne, eh ben, on leur enverra entre guillemets de la production propre pour éviter qu'ils démarrent eux des centrales à gaz. Donc nous on voit effectivement cette liaison France-Espagne qui est par ailleurs construite selon une technologie innovante, en courant continu enterré à longue distance, comme un premier module vers ce qui pourrait être le supergrid dans quelques dizaines d'années. Alors justement, cette technologie, c'est intéressant. Est-ce qu'on a besoin de technologies différentes, de technologies nouvelles pour mettre en place ces supergrids? Alors on sait qu'aujourd'hui, la très grande majorité, le réseau électrique européen est un réseau aérien, donc avec des câbles à nu. Et en gros, ça fonctionne avec de l'électricité en mode alternatif. Donc c'est ce qui fait fonctionner aujourd'hui tous vos équipements ménagers à une certaine fréquence de 50 Hz. On sait que cette technologie n'est pas adaptée quand on enterre des câbles sur de longues distances et si on décidait par exemple de faire un réseau sous la mer, ce qui est aussi une ambition en mer du Nord. Là, on doit passer sur d'autres types de technologies, en l'occurrence le courant continu, qui n'est pas une technologie très nouvelle puisqu'elle a plus de 100 ans, mais dans un cadre industriel et opérationnel, c'est quelque chose de nouveau qui nécessite de lever certains verrous technologiques, et ce qui est à l'étude aujourd'hui dans des projets européens. Donc il y a bien une phase d'évaluation technologique,
évaluation du gain économique ou environnemental de ces super réseaux avant de se lancer dans un déploiement proprement dit. A-t-on besoin d'une technologie particulière également pour le côté opérationnel, pour organiser les flux d'énergie entre les différents opérateurs, les différents transporteurs? Oui, alors là, il y a un exemple qui est assez flagrant, c'est la mer du Nord. Aujourd'hui, comme je le mentionnais, on vise à avoir des parcs qui vont être très importants, de l'ordre de 50 à 60 gigawatts. Par ailleurs, on vise à renforcer les interconnexions entre tous les pays bordant cette mer du Nord. Et finalement, pour aboutir à un grand réseau sous-marin qui permettrait à la fois de servir d'interconnexion entre la France, la Belgique, la Norvège, le Danemark, la Grande-Bretagne, et d'évacuer la production éolienne. Ceci dit, la question se pose, à qui appartient ce réseau, qui va l'exploiter, qui va l'opérer? Toutes ces questions ne sont pas réglées. Il y a des initiatives à l'échelle européenne qui visent à creuser tous ces aspects qui sont à la fois techniques mais aussi régulatoires, puisque dès qu'on est dans les eaux internationales, se pose la question de qui est l'opérateur de ces réseaux. Nous, au niveau des opérateurs terrestres, entre guillemets, on milite pour que ça soit coordonné, bien évidemment, avec les opérateurs historiques sur la plaque terrestre. Mais aujourd'hui, les débats sont en cours. Mais ça pose des tas de questions nouvelles. Et ça peut être quelque chose d'automatique? J'essaie de visualiser comment ça fonctionnerait, ou forcément une sorte d'ouverture de vanne, si j'ose dire, manuelle, où on peut imaginer un vrai réseau qui soit géré, centralisé? Donc l'idée, là, de manière, cette partie de réseau, c'est effectivement une nouvelle infrastructure qui viendrait se greffer à côté du réseau existant. Ceci dit, ça répondra à une même logique que nous avons déjà engagée depuis maintenant plusieurs années avec l'ensemble des transporteurs européens, c'est-à-dire d'aller vers de plus en plus d'automatisation à l'échelle européenne, à de plus en plus de coordination. Dans le passé, on pouvait se permettre de gérer, entre guillemets, un réseau à la maille nationale, puisque les flux aux frontières étaient relativement balisés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a un exemple flagrant, c'est quand le vent souffle très fort dans le nord d'Allemagne, il y a à peu près un tiers des flux qui passent en Belgique. La nuit, il y en a énormément qui passent en Pologne, en République tchèque, ce qui peut poser des problèmes à ces pays qui n'ont rien demandé, mais qui bénéficient, par voie de conséquence et par la loi électrique, finalement, de ces flux. Donc, on est obligé aujourd'hui de se coordonner avec tous les pays. Si on rajoute en plus une infrastructure en mer du Nord qui relie d'autres pays, on devra aller encore plus loin en termes de coordination. L'automatisation, on essaye d'y aller petit à petit, mais il faut être très prudent. On est quand même sur un domaine très particulier qui fait qu'un incident, même très localisé dans un pays, peut avoir des répercussions immédiates à l'autre bout de l'Europe. En novembre 2006, il a suffi d'un incident sur une ligne en Allemagne pour que quelques heures après ou quelques minutes après, la moitié de Paris était dans le noir, les éoliennes espagnoles se déconnectaient, il y avait une partie du Portugal dans le noir. Donc l'automatisation, oui, mais jusqu'où? Ça, c'est une question qui restera à trancher. D'accord. Alors, ça pose aussi une question sur l'autonomie énergétique. Ça veut dire qu'avec un réseau de ce type, l'autonomie en énergie ne se mesure plus à l'échelle d'un pays finalement. Donc là, il est clair qu'aujourd'hui, même dès aujourd'hui, hein, il est impossible de raisonner à la maille nationale. Dans nos exercices prévisionnels dont on est responsable et que l'État nous demande tous les 2 ans, il y a maintenant plusieurs années qu'on ne part pas sur des scénarios de pure autonomie française toute l'année. Notre but n'est pas d'être autonome 24 heures sur 24, 365 jours par an. On laisse naturellement respirer le système et toute l'idée poussée par l'État et poussée par la Commission européenne de renforcer les interconnexions est bien de dire que la bonne maille d'autonomie et la bonne maille d'équilibre de mutualisation n'est pas la maille nationale mais la maille européenne. Alors, on parle de quelle échéance pour tout ça? Est-ce qu'il y a déjà des projets qui sont vraiment lancés, et en quelle année aura-t-on ce qu'on pourra appeler un supergrid? Et d'ailleurs, à partir de quand on pourra dénommer les interconnexions du mot supergrid? Alors, dès qu'on parle de réseau de transport et d'infrastructure, c'est vrai qu'on est sur des coûts de déploiement qui sont très importants. Il ne revient pas aux transporteurs de décider de construire des lignes là où ils veulent, hein. On est dans un domaine régulé où ce sont les régulateurs nationaux qui décident des investissements des opérateurs, puisqu'in fine, ce sont quand même les consommateurs finaux qui paient ces infrastructures. Donc, il y a toujours une phase au début d'études qui doit donner les tenants et les aboutissants de ce supergrid. Actuellement, un projet a été lancé, donc qui a été demandé par la Commission européenne. La Commission européenne souhaite se projeter à très long terme, donc plus à 2020, ni à 2030, mais carrément à 2050, et a demandé aux opérateurs de réseau, dont RTE qui en est le leader, de lancer un projet d'étude à 2050. Quels sont les mix énergétiques possibles en 2050? Y aura-t-il du nucléaire? Oui, non. Premier scénario. 100% ENR? Oui, on étudie ça.
quelle localisation géographique. Donc on commence par faire tous ces scénarios, on regarde quel est le réseau électrique le plus adapté, quel est le super grid, finalement le plus adapté à ces horizons d'un point de vue technique et économique. Et ce projet doit déboucher dans 3 ans sur différentes feuilles de route, sur différents scénarios, différentes évolutions possibles entre maintenant 2013 et 2050 pour aboutir à la cible. Alors le super grid, je le disais, on peut considérer aujourd'hui qu'on faut déjà y penser dès aujourd'hui. Quand on va raccorder des parcs éoliens, puisqu'on va en avoir très prochainement là en France au large des côtes, il faut déjà se mettre dans l'idée que peut-être plus tard on devra les raccorder tout le long de la côte et mettre ça en regard avec les parcs de la mer du Nord. Et c'est toute l'idée de France-Espagne de constituer déjà un premier jalon, une technologie en rupture qui pourrait préfigurer petit à petit comme une pièce du Pulse qui serait mise en place d'ici à 2040-2050. On est plutôt sur des horizons 2050. Alors pour conclure, qu'est-ce qui fait qu'on l'appelle super grid et pas un smart grid géant? Qu'est-ce qui différencie le super grid finalement d'un smart grid international? La question est pertinente. Moi, je milite pour que le super grid fasse partie des smart grids. Ceci dit, c'est vrai que le terme smart grid, depuis qu'il a été lancé, est plutôt connoté aval compteur, plutôt réseau de distribution, c'est-à-dire avec tout ce qui concerne les compteurs communicants, les compteurs intelligents, les consommateurs, plutôt la maille distribution. On pourrait considérer que le smart grid, ça se divise finalement en cette partie compteur, consommateur, acteur, etc., qui relève du local, de la distribution, et qui est un volet qui relève plutôt du transport et des grandes échelles. Ceci dit, je dirais le fait est que c'est difficile, je dirais, de décliner ce mot smart grids aux grandes échelles et que le terme super grid s'est imposé comme la déclinaison des smart grids pour les transporteurs d'électricité, donc pour les grandes échelles. Mais pour moi, super grid, c'est une partie intégrante du smart grid. Très bien, bien. Michel Bénat, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur Smart Grid chez RTE. Merci à vous également, internautes, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos vidéos et celles du thème Smart Grid sur cleantechrepublic.com. Au revoir.